Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le processus de paix ne va pas fonctionner, mais ça sera toujours mieux que la situation actuelle. Les pessimistes ont raison, mais il ne faut pas leur prêter attention. Geronimo Botero. Après avoir été pendant plus d'un demi-siècle, le pays où l'on se levait tôt pour continuer à s'entretuer, la Colombie est officiellement devenue, le 1er décembre dernier, un territoire pacifié, avec en prime un président Nobel de la paix. Fruit de plus de 5 années de négociations, les accords de paix signés entre les FARC et le gouvernement faisaient déjà, lors de la cérémonie de signature en juin 2016, la fierté des autorités colombiennes. Ils bénéficiaient d'ailleurs du soutien de plusieurs acteurs internationaux, et avaient été plébiscités par un grand nombre d'États et organisations internationales de premier plan. Il faut dire qu'en plus de mettre fin à une confrontation violente et prolongée, ces accords devaient marquer le début d'une nouvelle ère pour l'ensemble de la société colombienne. L'identification des causes du conflit armé est encore sujette à débat, en Colombie. Toutefois, les auteurs s'accordent à penser que les inégalités sociales et économiques ont été un élément déclencheur et un point nodal dans la division de la société colombienne. Plusieurs facteurs ont contribué à entretenir ces inégalités et à creuser la brèche sociale dans le pays. Le modèle politique et de développement porté par les élites et la faiblesse institutionnelle de l'État semblent notamment à la racine du conflit. Plus tard, se seraient aussi ajoutées des perturbations venues de l'extérieur, notamment avec le développement du narcotrafic et sa répression. En tout cas, la signature de la paix entre les anciennes factions combattantes devait s'assortir de la construction d'un véritable projet de société, voué à réconcilier durablement les Colombiens. La réduction de la pauvreté et l'intégration des zones rurales constituaient les mesures phares et les plus grands défis des accords. Le 2 octobre 2016, 6 431 376 personnes, soit 21% des votants, ont pourtant répondu par la négative au référendum qui devait permettre leur entrée en vigueur. Cet échec a finalement été surmonté et le texte adopté par un vote au Congrès, après une courte phase de renégociation et l'apport de quelques modifications, peu substantielles. S'il n'apparaît plus aujourd'hui que comme une ombre passagère ou une simple anecdote, ce nom doit pourtant continuer de résonner dans notre esprit comme un premier garde-fou. Il nous invite à adopter un regard critique et semble porteur d'un double enseignement. Par rapport au contexte colombien, déjà il interroge la légitimité, le bien-fondé et l'avenir d'un projet de paix qui a priori ne satisfait pas l'ensemble de la population. De manière plus générale, il questionne la manière de faire la paix et plus encore de la concevoir. En effet, si l'on avait tendance à considérer le terme de paix hors de tout soupçon, le cas colombien nous invite à la méfiance. Il fait surgir une interrogation assez inattendue, qui est de savoir dans quelles conditions la paix peut paraître indésirable aux yeux d'un si grand nombre de personnes. Sur le thème de la résolution des conflits, les études prolifèrent. Les pistes 10 offrent dans cette perspective une palette assez large d'outils conceptuels et de conseils pratiques. Le processus de paix colombien, dans sa conceptualisation, semble d'ailleurs intégrer un certain nombre de ces recommandations. Son seul intitulé en témoigne. Il reprend le concept de paix durable, qui est au cœur d'un des grands paradigmes des études sur la paix. Pour les théoriciens de ce courant, la paix libérale, c'est-à-dire par les institutions, n'offre qu'une solution partielle et temporaire aux situations conflictuelles. Les auteurs préconisent donc des mesures plus inclusives, destinées à fomenter des changements plus profonds dans la société et les mentalités. Ils proposent notamment d'accorder un rôle accru aux organisations de la société civile et d'accentuer la dimension pédagogique dans les activités de construction de paix. Ils considèrent par ailleurs que les aides extérieures doivent s'ajuster à la demande des acteurs internes, directement concernés et donc plus aptes à identifier les secteurs prioritaires. Ces éléments, et d'autres, sont effectivement présents dans le processus de paix colombien et constituent, a priori, des indicateurs assez encourageants. Pourtant, ils n'offrent pas en eux-mêmes de garanties suffisantes. S'agissant de la coopération dirigée depuis la demande, demand-driven, par exemple, on observe une première limite. Dans une situation à l'image de celle qu'on rencontre en Colombie,
où des volontés contradictoires cohabitent dans une société profondément polarisée, comment formuler une demande unifiée? Comment même envisager une conception univoque de ce que doit être la paix durable? L'approche de la résolution des conflits a d'ailleurs été critiquée, dès le début des années 2000, pour son aveuglement vis-à-vis des relations de pouvoir. Des auteurs comme Featherstone ont montré qu'en s'alignant sur la demande interne sans s'interroger sur les origines de celle-ci, les intervenants externes risquaient de favoriser la reproduction des hiérarchies et des dynamiques perverses propres au conflit. Cette question se pose avec acuité dans le cas colombien, où l'État a longtemps été considéré comme l'ennemi par toute une partie de la population. Les promesses des accords de paix ont d'ailleurs rencontré une réaction sceptique chez certains observateurs. Timochenko, leader des FARC, a lui-même déclaré dans son discours du 23 juin 2016 que tout ne serait pas rose et qu'il faudrait sans doute lutter pour que le texte signé soit réellement appliqué. À ces potentielles frictions internes, s'ajoute aussi le jeu des variables externes, liées notamment à ce que Guillaume Devin appelle « l'état du système », ainsi qu'au comportement des intervenants internationaux. L'implication d'acteurs externes dans les processus de résolution de conflits intra-étatiques n'est pas un phénomène nouveau, c'est même une constante dans le domaine du peacebuilding. L'Organisation des Nations Unies, par exemple, en a fait son domaine réservé, de même que certains États ont pu s'illustrer comme promoteurs de la paix dans le monde ou experts sur des questions plus spécifiques, notamment en matière de médiation. Plus que la manifestation d'élan de ce que Bertrand Badi appelle ironiquement une empathie sans frontières, l'engagement de ces acteurs aux côtés des États en situation de résolution de conflits dissimule souvent des intérêts, politiques ou économiques. Pour autant, la coopération internationale demeure un élément clé dans la conduite des initiatives de paix. Fragilisés et souvent appauvris par les années de guerre, les États manquent de ressources pour assumer seuls les coûts et la gestion de leur transition pacifique. Le soutien d'acteurs internationaux leur confère une certaine légitimité, sur la scène mondiale mais aussi en interne. Surtout, il leur permet d'accéder à des moyens financiers et techniques assez importants, souvent nécessaires pour mener à bien la construction de paix. Pays de revenus intermédiaires, doté d'institutions relativement pérennes, la Colombie est loin de constituer un État failli, dont le sort serait complètement attaché au bon vouloir des plus puissants et à la générosité internationale. En réalité, au vu de son niveau de développement, elle ne devrait pas nécessiter d'aide extérieure à ce niveau. La coopération internationale est pourtant apparue comme un enjeu fondamental dans le processus de paix. Lancé sous l'impulsion du président Santos, qui en avait fait une promesse de campagne lors des élections de 2010, celui-ci s'est construit comme une initiative interne, mais s'est immédiatement internationalisé. Il faut savoir que le processus a été pensé en deux temps. La phase de négociation entre les représentants du gouvernement et ceux des FARC, et le post-conflit, c'est-à-dire l'entrée en vigueur des accords et des mesures liées à la construction de paix dans le pays. Les deux étapes ont donné lieu à la participation d'intervenants externes, sous forme de soutien politique, technique ou encore financier. L'analyse du rôle de chacun d'entre eux devrait nous permettre d'appréhender les rouages d'une configuration d'acteurs internationaux, constituée dans la perspective de la résolution d'un conflit infra-étatique. À cet égard, le processus de paix colombien présente quelques particularités. Sur la base de l'identification d'un certain nombre d'acteurs réguliers et de pratiques récurrentes dans les situations de résolution de conflits, Edward Newman parvient à esquisser les contours d'une architecture internationale de la construction de paix. Parmi les grandes constantes, il souligne notamment la place fondamentale des Nations Unies. Le secrétaire général en particulier se tient au premier plan, puisqu'il dirige les opérations et assure la cohésion de tout l'édifice. Le processus de paix colombien présente à cet égard une organisation différente. Guidé depuis l'intérieur par les acteurs étatiques, il n'admet pas de leadership externe et l'intervention des alliés internationaux semble extrêmement contrôlée. Pour la phase de négociation par exemple, la participation a été limitée à un quatuor de pays accompagnants et garants, même si certains États ou organisations internationales ont pu envoyer des représentants ou experts à la Havane. Le post-conflit, caractérisé par une structure plus souple et ouverte, avec une présence internationale accrue, est également le reflet d'une planification très réglée.
Chaque intervenant est chargé de remplir des tâches spécifiques, définies en fonction des accords de paix ou de l'agenda élaboré par les autorités gouvernementales colombiennes. Dans ces conditions, le pouvoir de décision des acteurs internationaux et leur marge de manœuvre paraissent assez limités. On peut dès lors s'interroger sur les raisons qui les ont conduits à offrir leur aide à la Colombie. Quel intérêt avaient-ils à s'investir, financièrement notamment, dans une initiative où ils n'allaient pas pouvoir exercer de leadership? Le comportement des autorités étatiques colombiennes soulève également un certain nombre de questions. Des efforts considérables ont été déployés vis-à-vis de la coopération internationale, dans le but à la fois de la dynamiser et de la maîtriser. Au-delà même des questions financières, la coopération technique est devenue un axe central du post-conflit. Celui-ci s'est ouvert à des pratiques innovantes portées par des acteurs nouveaux, traditionnellement peu impliqués dans ce type d'initiative. Sous l'impulsion d'une internationalisation croissante, le processus de paix colombien a pris les allures d'un véritable laboratoire international de paix. Avec l'intégration de bonnes pratiques, puisées dans d'autres contextes, la dimension qualitative semble donc être passée en tête dans la hiérarchie des priorités établies par les architectes du processus. Or, de la même manière qu'on a pu s'interroger sur les motivations des acteurs externes à coopérer, on peut se demander pourquoi les autorités colombiennes ont attaché tant d'importance à cet aspect. Les mises en garde énoncées auparavant nous rappellent d'ailleurs la nécessité d'adopter un regard critique vis-à-vis de ces choix, quand bien même ils paraîtraient guidés par de nobles intentions. La question de l'internationalisation apparaît en tout cas comme une porte d'entrée assez pertinente pour l'analyse du processus de paix colombien. En plus de constituer une préoccupation majeure pour les acteurs étatiques internes, elle soulève un certain nombre d'interrogations, qui nous invitent à un questionnement de fond sur l'initiative de paix dans son ensemble. Lieu par excellence de négociation, celle-ci est travaillée par des interactions multiples entre des acteurs divers, d'autant plus que le processus est internationalisé, animé chacun par des intérêts propres. En cela, le processus de paix se rapproche assez de ce que Schelin décrit comme un jeu à motivation mixte. Pour lui, cette expression renvoie à des situations complexes où s'associent conflits et interdépendance, avec des joueurs qui peuvent être à la fois partenaires et adversaires. En s'engageant dans la partie, les joueurs en acceptent nécessairement les règles et le but du jeu. Toutefois, leur comportement et leur stratégie de jeu sont régis par des intérêts particuliers qu'ils tentent de réaliser, en composant avec les cadres du jeu et les conduites des autres joueurs. Une telle situation ne semble pas si éloignée de la réalité du processus de paix. Le parallèle semble d'autant plus intéressant qu'il introduit un nouvel élément, de nature paradoxale. Il suggère en effet l'existence, au cœur d'une initiative vouée à construire la paix, de rapports de force et d'intérêts contradictoires entre les peacebuilders eux-mêmes, internes et externes. À ce propos, il faut préciser que nous ne nous intéresserons pas dans ce travail aux potentielles frictions internes entre le gouvernement colombien et les FARC, ou la population en elle-même. Parlant des acteurs colombiens, nous nous concentrerons sur les acteurs gouvernementaux, responsables de la construction de paix dans le pays et interlocuteurs principaux des coopérants internationaux. Considérant la nébuleuse des acteurs de paix, internes et internationaux, engagés dans l'initiative colombienne, nous nous appliquerons à l'analyser au regard du modèle de Schelin. Nous tenterons de percer à jour les motivations des principaux acteurs joueurs du processus de paix et d'appréhender les stratégies adoptées par chacun d'eux pour satisfaire leurs intérêts, tout en continuant de s'inscrire dans le cadre et la perspective, règles et buts du jeu de la construction de paix. Un train pouvant en cacher un autre, nous montrerons que la coopération internationale pour le processus de paix colombien offre un prétexte à la réalisation d'ambitions politiques et économiques assez éloignées, voire possiblement contradictoires avec la cause initiale. Le cas colombien nous permettra donc d'envisager, dans une perspective critique plus générale, l'envers du décor des processus d'internationalisation des résolutions de conflits. Ceux-ci génèrent en effet des pratiques opportunistes, voire instrumentales, et les moments de transition pacifique apparaissent bien souvent comme des fenêtres d'opportunité pour les acteurs intéressés. Au-delà même de ces enjeux,
l'analyse des stratégies au cœur de la coopération internationale pour la paix en Colombie nous permettra de réfléchir au lien entre coopération et puissance. Nous verrons que ces deux notions sont loin d'être incompatibles. Basant notre démonstration sur une analyse d'acteurs, nous nous inscrirons dans une démarche de sociologie des relations internationales. Celle-ci nous permettra de saisir, à travers l'étude des pratiques et des discours portés par les différents acteurs, les stratégies en œuvre dans le processus de paix. Certaines orientations du processus prenant leur source dans des événements et des contextes antérieurs, nous adopterons une approche socio-historique. Tout en nous concentrant sur la période allant de l'ouverture du processus de paix, en 2012, à nos jours, nous inscrirons notre réflexion dans une perspective historique de plus long terme. Nous étudierons par exemple de manière assez approfondie la trajectoire de certaines institutions, pour mettre en valeur des évolutions dans leurs activités, ou des infléchissements dans leur mandat. Pour ce faire, nous nous appuierons de manière assez importante sur des sources primaires et même de la littérature grise. À cet égard, il faut souligner que la réflexion présentée ici est adossée à un travail empirique, basé notamment sur la réalisation d'une enquête terrain de près de 3 mois en Colombie. Celle-ci a été menée principalement dans les villes de Cali et Bogota, à un moment charnière des négociations, durant l'été 2016. Une observation participante a été réalisée, de juillet à août 2016, au sein de l'équipe Relations internationales du groupe co-responsabilité de l'Agence colombienne pour la réintégration ACR, à Bogota. À cette occasion, il semble important de souligner que tout en travaillant comme volontaire dans l'agence et en bénéficiant des mêmes conditions de travail que les employés, nous avons veillé à ne pas influer sur la production des sources. Nous avions par ailleurs fait le choix de la transparence vis-à-vis de l'objet de notre présence et de notre statut de chercheur. En tout cas, l'observation participante nous a permis d'examiner les rouages de l'institution depuis l'intérieur et de pénétrer la boîte noire de l'État. Ce faisant, nous avons pu accéder non seulement à des sources primaires et des documents d'usage exclusivement internes, mais encore à une multitude de points de vue, de niveaux hiérarchiques, de mécanismes internes de transformation, etc. Nous avons également pu recueillir, à l'occasion de dialogues informels avec le personnel de l'agence, les fameuses conversations de couloir, mais aussi tout simplement les pauses déjeuner, des informations, avis et témoignages pertinents pour notre sujet. Enfin, cette immersion au sein de l'ACR nous a offert à plusieurs reprises l'occasion de participer à des événements privilégiés, qui nous ont permis de rencontrer d'autres acteurs et d'élargir la palette des enquêtés. L'autre apport majeur du travail de terrain a justement été celui des entretiens, réalisés avec des acteurs divers, diplomates, cadres onusiens, fonctionnaires du ministère de l'Intérieur colombien, de l'ACR, de l'Agence présidentielle de coopération, de la mairie de Cali, acteurs et militants de la société civile et des universitaires. La maîtrise de l'espagnol et plus spécifiquement du jargon et de l'accent colombien nous ont été d'une grande utilité, de même que la connaissance de la géographie du pays et son paysage politique. Nous avons opté pour des entretiens semi-directifs, et tout en nous adaptant aux diverses situations, nous avons tenté de garder des questionnaires assez similaires avec des questions ou des formulations récurrentes. En demandant par exemple à tous les acteurs externes interrogés quels étaient leurs interlocuteurs privilégiés au sein du gouvernement, puis de la société colombienne en général, nous avons obtenu une palette de réponses que nous avons pu comparer ou contraster. Cela nous a aidé à identifier les institutions colombiennes les plus impliquées dans le processus de paix, donc les plus pertinentes pour notre sujet, mais aussi à saisir les styles de coopération, les domaines privilégiés par ces acteurs, etc. Les éléments périphériques ont également retenu notre attention pendant les entretiens. La conduite des enquêtés, leur gestuelle, leur façon de s'exprimer en espagnol mais aussi leur environnement de travail nous ont parfois révélé des informations importantes. À bien des égards, les échanges avec les enquêtés ont donc enrichi la réflexion. Ils ont été particulièrement utiles à l'heure de saisir les frictions entre acteurs et ou institutions, et de comprendre les perceptions de rôle portées par chacun. Il faut préciser que le travail d'observation était adossé à des lectures préalables, qui l'ont aiguillé de manière assez fructueuse. Les ficelles et outils méthodologiques de Baker, mais aussi les concepts d'autres sociologues interactionnistes tels que Goffman,
ont par exemple permis d'affiner notre analyse et notre sens de l'observation. La théorie des rôles développée par Holsti a également éclairé notre réflexion, en nous permettant de prendre de la hauteur et d'analyser les comportements des acteurs, les performances, en termes de stratégie de politique extérieure. En fin de compte, et au vu de la diversité des instruments mobilisés, notre recherche semble à l'image de ce que Louis, Martens et Ségué ont baptisé le bricolage méthodologique. Sans renoncer à l'impératif de rigueur, nous avons jugé pertinent de puiser dans diverses disciplines et diverses méthodes, pour proposer une analyse la plus riche et la plus complète possible. Nous avons tenu à laisser, en note de bas de page et à la fin de ce travail, des traces de l'enquête de terrain, afin de donner un aperçu concret de la manière dont celle-ci a été conduite. Notre démonstration s'articulera autour de 2 axes. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le processus d'internationalisation de l'initiative de paix, et montrerons que celui-ci était dès le départ, et même en amont des négociations, au cœur des préoccupations des acteurs colombiens. Nous verrons comment ces derniers ont modelé l'architecture institutionnelle du processus, de manière à dynamiser et à la fois contrôler la coopération internationale, construisant un modèle ad hoc, assez différent des configurations traditionnelles de résolution internationale des conflits intra-étatiques. Dans un second temps, nous tenterons d'appréhender les ambitions cachées de la construction de paix. Nous démontrerons que sous l'effet des stratégies colombiennes, la coopération internationale a été détournée de sa fonction première et même renversée. Cessant d'être le moyen, elle est devenue une fin en soi de l'initiative de paix. Nous nous intéresserons donc aux intérêts dissimulés derrière le processus de paix colombien, et tenterons d'appréhender le sens des tentatives d'instrumentalisation portées par les acteurs, en particulier internes. La Colombie, en quête de partenaires. Chapitre 1 – Stimuler l'internationalisation tout en l'encadrant. 1. Comprendre l'internationalisation du processus de paix colombien. Dans un monde fortement interdépendant et qui s'est doté d'institutions et de normes communes, la réalisation de la stabilité apparaît comme l'affaire de tous, et même dans le cas de conflits intra-étatiques, il est devenu presque impensable de faire la paix de manière isolée, sans l'appui d'acteurs externes. Le cas colombien ne semble pas échapper à la règle. Les tentatives de règlement du conflit armé qui ont vu le jour depuis les années 1980 ont tour à tour été soutenues, favorisées, médiées, voire orchestrées par divers acteurs internationaux. Certains auteurs, constatant une augmentation substantielle de l'aide au développement AOD, allouée à la Colombie au cours de la première décennie des années 2000, suggèrent d'ailleurs que la situation du pays a constitué une préoccupation majeure pour la communauté internationale durant cette période. Une telle conclusion paraît toutefois un peu hâtive. Elle se fonde sur une double aporie. Si la référence à une communauté internationale semble déjà questionnable, on peut surtout s'interroger sur la pertinence d'une réflexion qui attribue à l'AOD une portée qui va au-delà de ses fonctions originelles. Certes, pour la période considérée, une part importante de l'aide au développement versée à la Colombie se destinait à des secteurs liés au conflit armé. Néanmoins, les États donateurs restaient dans une posture assez passive, ne cherchant pas à s'impliquer officiellement dans la résolution de la crise. Sans mettre en doute la réalité et l'utilité de l'AOD, des observateurs du conflit ont d'ailleurs proposé une toute autre interprétation. Constatant l'absence de lecture univoque et satisfaisante de la situation colombienne au niveau international, ils ont sérieusement remis en cause la possibilité pour les acteurs externes de traiter efficacement le problème colombien, invitant du même coup à questionner l'existence d'une communauté internationale unifiée. L'étiquetage de la Colombie comme État voyou, repère de narcotrafiquants et de terroristes par les autres États semble aller dans le sens de cette thèse. Les réticences des Nations Unies à déployer des troupes dans le pays dans les années 1990 pourraient également illustrer une forme de désengagement international. En tout cas, du fait de la complexité du conflit et de la stigmatisation dont le pays a pu faire l'objet, l'implication effective d'acteurs internationaux dans les initiatives de paix n'est pas toujours allée de soi en Colombie. Les prédécesseurs du président Santos, à l'origine du processus de paix initié en 2011,
ont par ailleurs défendu des positions très diverses sur la question, chacun développant ses propres stratégies et partenariats. Un processus de paix qui fait consensus sur la scène internationale. De son côté, l'initiative de paix qui nous intéresse ici et qui Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.